Bonjour tout le monde, donc il me revient le plaisir d'essayer de vous maintenir éveillé pendant la digestion. Donc j'étais content de voir ce matin la présentation d'Anne-Hélène parce que finalement elle est assez, j'espère, raccord avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il semble que 60% de la communauté ne sache pas trop quels sont les mécanismes sous-jacents derrière la diversification des cultures, donc j'espère qu'il y a un paquet de ces 60% dans la salle, parce que c'est ce dont je vais parler. Et puis il y avait aussi une question qui ressortait de l'enquête d'Anne-Hélène ce matin sur finalement effectivement quelles sont ces interactions qui sont en jeu lors de la diversification. Donc moi on m'a demandé de faire un état des lieux des connaissances, donc vous allez voir que je ne vais pas nécessairement rentrer trop dans le détail des recherches qui sont menées, mais je vais plus vous donner un éventail un petit peu de ce qu'on comprend des mécanismes qui sont justement en jeu dans la diversification. Et je voudrais que vous preniez le temps un petit peu de zapper ce code barre, ce QR code qui est ici, là, parce que c'est une expertise collective qui a été publiée l'an dernier, en fin d'année, et qui fait un état des lieux énormissime sur la diversification des cultures. Il y a 953 pages de mémoire. Donc je m'en suis beaucoup inspiré pour justement extraire pour vous un petit peu de l'information qui me semblait pertinente aujourd'hui, de vous raconter. Alors la diversification, donc ce sont beaucoup de choses, hein, c'est à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du paysage, à l'échelle des espèces. Ce sur quoi je vais focuser aujourd'hui, c'est l'échelle à laquelle principalement le projet Mobilive travaille, c'est-à-dire c'est une échelle parcelle. Je vais vous parler essentiellement de mélange de variétés et ou d'espèces, je ne vais pas vous parler d'agroforesterie. Et puis, je vais vous parler principalement, vous allez voir, des mécanismes qui peuvent expliquer les performances en termes de protection des cultures de ces systèmes-là. Voilà. Donc, comme vous l'a introduit ce matin Elodie Yann, qui est dans le projet Mobilive, donc les mélanges de variétés des espèces proposent des performances assez intéressantes. Ces performances, vous allez voir qu'elles sont vraiment bétonnées par la littérature scientifique. Et je vous en ai extrait ici quelques éléments, mais pas tous évidemment. Vous avez ici en colonne les gains observés en moyenne, en pourcentage, dans les mélanges de variétés ou les mélanges d'espèces. Quand c'est vert, c'est plutôt bon, et quand c'est rouge, c'est plutôt pas bon. Vous voyez qu'il y a des gains en termes de qualité des sols, parfois en termes de stockage de carbone, évidemment en régulation des bioagresseurs, et c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, avec notamment, vous voyez, des effets de gains de 66% de résistance, c'est-à-dire 66% de sensibilité moindre dans les mélanges d'espèces que dans les cultures pures. Il y a des augmentations observées de biodiversité. Et puis, bien sûr, ce qui intéressera les agriculteurs, s'il y en a dans la salle, en moyenne, ces systèmes-là augmentent les rendements d'un facteur assez faible mais significatif en variété et d'un facteur assez fort et toujours significatif pour ce qui est des mélanges d'espèces. Alors, il y a d'autres performances que je n'ai pas listées plus en détail, mais on en a parlé ce matin. Et une performance vraiment essentielle, c'est la stabilité des rendements. Pour les agriculteurs, je pense que à mon avis, c'est quelque chose de très important d'avoir à l'esprit, c'est que sur le temps, ces systèmes ils permettent de maintenir en moyenne des rendements élevés avec des grandes variations. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les performances, un rappel sur les performances multiples que proposent ces mélanges d'espèces ou ces mélanges de variétés. Et ce que je voulais, toujours sur le thème des performances, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le caractère vraiment consensuel de ces performances. Sur ce tableau qui est ici, qui est un tableau que j'ai récupéré d'un article dans Phytoma, qui représente en fait une réanalyse de l'expertise collective dont je parlais tout à l'heure. Vous avez ici représenté sur les deux premières lignes, prenez que les deux premières lignes, en cercle. Les cercles vous représentent un petit peu la taille du consensus scientifique sur les effets observés. Okay, c'est la taille du consensus, ce n'est pas la taille de l'effet, c'est la taille du consensus. Ça veut dire que, par exemple, les mélanges de variétés, c'est ultra documenté qu'ils ont un effet bénéfique, vert, sur le contrôle des maladies aériennes. C'est vraiment super documenté, quoi. Okay. Etc., etc. Et vous voyez que les mélanges de variétés et les cultures associées, il y a des gros cercles plutôt verts, okay, avec des inconnus aussi, des zones plutôt pas connues. Mais globalement, le consensus scientifique, il faut qu'on l'ait bien en tête, ça. Le consensus scientifique, il est super fort sur les effets bénéfiques de ces mélanges pour le contrôle des bioagresseurs. Alors, si on vient maintenant dans les effets plus quantitatifs de ces mélanges, je vous ai donné ici quelques exemples illustratifs, soit dans des mélanges de variétés, soit dans des mélanges d'espèces. Par exemple, sur les mélanges de variétés, on observe en moyenne, alors c'est 120 articles dans la littérature qui ont été reviewés, okay, donc c'est énormément de documentation. Il y a en moyenne une réduction de 28% des rouilles en mélange de variétés de blé, okay, donc l'effet bien documenté. Sur les insectes, vous voyez une augmentation de la résistance de 40%. Les effets sont un petit peu plus forts, comme toujours,
en mélange d'espèces. Donc ça, c'est super bien documenté, quoi. Et les effets, vous voyez, sont quantitativement très importants. Ce que je voulais indiquer, parce que c'est finalement notre raison d'être en termes de recherche sur ces mélanges, c'est l'exemple ici des effets de mélange de blé tendre sur le contrôle de la septoriose, une maladie importante aérienne du blé tendre. Et vous avez ici les effets. Donc, quand c'est positif, c'est réduction des maladies, et quand c'est négatif, c'est augmentation des maladies. Donc, vous voyez que sur cette distribution d'effets, qui représente presque 200 observations, il y a une grande majorité d'observations qui ont des effets bénéfiques, ce qui génère du coup un effet significatif de 11% en moyenne. Mais ce que vous voyez évidemment, c'est qu'il y a aussi des effets négatifs de ces mélanges. Et ça, c'est embêtant, contrariant, parce qu'effectivement, c'est un frein important à l'adoption, c'est l'observation quand même qui est fréquente que ces mélanges parfois ne sont pas très bons. Donc, et c'est ce sur quoi nous, on va essayer de travailler, essayer de comprendre, vous ne voyez pas trop mon pointeur, essayer de comprendre un petit peu, finalement, si on comprend les mécanismes qui sont sous-jacents, on a l'espoir qu'on va éliminer, in fine, ces effets négatifs. Alors les effets, ou plutôt les mécanismes qui sont en jeu dans les mélanges d'espèces et de variétés, il y en a énormément. Hein. Donc il y a 953 pages de l'expertise collective qui les documentent très bien. J'ai essayé de les regrouper en grandes catégories, parce que sinon c'était beaucoup trop long. Et j'ai fait à peu près 4 catégories. On pourra en discuter en long, en large et en travers tout à l'heure dans la discussion. J'ai fait 4 grandes catégories de mécanismes. Premier mécanisme, c'est des effets qui vont contribuer à ralentir les agents pathogènes et ou à les diviser. Vous allez voir ce que j'entends par là. Deuxième sorte de mécanisme, c'est des mécanismes plutôt de l'ordre de la surveillance ou de la prémunition. Troisième sorte de mécanisme, c'est des mécanismes qui vont plutôt impliquer la gestion des ressources, une gestion différentielle des ressources dans les mélanges qui augmente le fonctionnement de la communauté. Et puis enfin, le quatrième mécanisme dont je vous ferai part, c'est un mécanisme qui consiste, lui, à stimuler les interactions biologiques qui existent dans les écosystèmes, dans les agroécosystèmes. Alors, ralentir. Donc ça, je pense que c'est l'effet que tout le monde connaît, j'espère. Quand vous êtes en mélange, vous avez un milieu homogène, les agents pathogènes, représentés par ces petites flèches, vont se disperser allègrement de plante en plante, puisqu'ils sont adaptés chacun à chacune des plantes. Donc on a typiquement une épidémie. Dans un mélange de variétés, si vous avez la chance d'avoir introduit une variété qui est résistante à l'isolat qui est dans l'air à ce moment-là, il est évident que dans ce cas-là, la propagation de l'agent pathogène, dans certains cas, elle va être freinée, voire complètement arrêtée. Donc on va avoir une réduction globale de l'épidémie. Donc on a un effet de dilution, puisque l'agent pathogène, finalement, ne trouve pas son hôte à la même fréquence qu'habituellement. Et puis il y aura d'autres effets qui vont intervenir, qui sont des effets plus d'effets de distance et de barrière, où finalement vous augmentez la distance entre les hôtes qui sont intéressants pour l'agent pathogène, et éventuellement aussi, ce n'est pas toujours documenté, vous modifiez le microclimat de votre parcelle, et par conséquent, vous pouvez favoriser ou défavoriser selon un petit peu la biologie de votre agent pathogène. Alors je l'ai indiqué ici, on en parlera peut-être dans la discussion tout à l'heure, mais l'effet bonus de ce processus-là, c'est que en fait, ce genre de milieu hétérogène, ça perturbe considérablement les agents pathogènes, et donc ça génère, on pourra en discuter, ça génère en fait une durabilité des résistances, ça permet de protéger les résistances qu'on déploie au champ. Ça c'est crucial parce que les résistances, on n'en a pas une infinité, il est nécessaire de les préserver. Donc ça c'est un effet bonus des mélanges, c'est que ça augmente la durabilité de ce qu'on met au champ. Alors évidemment ces mélanges ils ne marchent pas trop bien si les pathogènes ont des capacités dispersives super élevées, parce qu'en fait du coup les barrières de dilution et de distance ils s'en fichent un petit peu. Ces mélanges, ce mécanisme on peut l'optimiser en faisant du design agronomique. Donc je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas d'exemple, mais c'est quelque chose que typiquement on peut faire. Est-ce qu'on met 2 rangées, 3 rangées, combien de R-gènes, combien de variétés, etc. Donc ça c'est du design. Et puis finalement, c'est des choses qui se prêtent assez bien en termes de recherche à la modélisation pour améliorer justement ce design, parce qu'on ne peut pas tester toutes les combinaisons. Le deuxième mécanisme sur lequel je voudrais passer quelques minutes, c'est un mécanisme qui fait intervenir, lui, l'immunité des plantes. Donc on a vu tout à l'heure avec Loïc Rajoux qu'il y a une immunité des plantes, si vous ne le saviez pas. Et donc, dans les mélanges, ce qu'on sait, qui est assez bien documenté, mais assez mal connu, c'est qu'il y a exactement ce qu'on observe chez les animaux, c'est-à-dire une immunité collective. C'est-à-dire que s'il y a quelques individus qui infectent la communauté, les individus infectés vont augmenter leur immunité, et cette augmentation de l'immunité va leur permettre d'être résistants à une attaque ultérieure. Donc ça existe chez les plantes aussi.
au point que dans certains cas, ça contribue à 70% des effets qu'on observe dans les mélanges. Okay, donc c'est énorme. Okay, c'est quelque chose de quantitativement très important. D'autres choses que vous connaissez sans doute par la littérature ou que vous avez vu à la télé, c'est que les plantes sont capables de signaler entre elles le danger qu'elles rencontrent. Okay, donc ça, c'est donc suite à une première attaque, les plantes sont tout à fait capables de produire des molécules qui sont parfois des volatiles, mais pas toujours. Et ces molécules qui vont diffuser dans l'environnement vont contribuer à augmenter chez leurs voisines l'immunité. Alors évidemment, il y a un effet gradient qui fait que plus on est loin de la plante inoculée, moins ce système fonctionne. Et les nouveautés qu'il y a dans ce domaine, c'est qu'il a été découvert dans des plantes modèles qu'il existe des systèmes de signalisation du danger qui permettent d'amplifier les signaux, c'est-à-dire qu'une plante malade va transmettre un signal souterrain à la plante voisine qui va réamplifier elle-même le signal et le transmettre à sa voisine. Donc il y a une sorte de propagation d'un signal maintenu qui permet d'aller un petit peu plus loin que juste sa voisine. Donc ça, c'est assez nouveau. Et puis ce qui est assez nouveau aussi, c'est qu'il y a énormément maintenant de molécules qui ont été identifiées dans ces systèmes-là qui peuvent ou pourront peut-être faire l'objet de développement ultérieur. Voilà. Donc tout ça, en fait, on voit qu'en termes de recherche, on est loin du compte et qu'on a besoin de mieux comprendre finalement toute cette induction de l'immunité. Loïc en a déjà parlé ce matin et on est loin d'avoir tout compris. Le troisième mécanisme dont je voulais vous parler, qui est très 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 important, c'est un processus qui est basé sur un compromis que vous comprendrez tous, c'est que n'importe quel organisme ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas demander à une plante de se défendre, de croître et de se multiplier. Et donc il y a biologiquement des verrous à ça, okay, des compromis très très bien connus chez les organismes et chez les plantes, qui font que quand je pousse, je ne fais pas d'immunité, généralement. Okay. Et donc vous voyez que si vous mettez deux plantes identiques dans un même milieu, dans une même niche, ces deux plantes vont exploiter la même niche, elles vont se retrouver en compétition. Donc elles vont se dire, ok, je suis en compétition, je vais croître pour vite me reproduire, et je ne fais pas d'immunité. Okay, donc ça, ce genre de compromis entre la croissance et la défense peut faire qu'un couvert homogène va faire chuter son immunité. Donc il s'agit de mieux gérer les ressources que ça. Et du coup, il y a pas mal de documentation qui montre que si on gère, par exemple, les niches qui sont occupées par nos plantes, on va mieux gérer l'immunité. J'ai fait exprès de faire un tout petit détail ici. Vous voyez, j'ai fait exprès de faire que la racine de cette plante-là, elle n'occupe pas le même horizon que la racine de cette plante-ci. Et ce faisant, du coup, il y a des explorations de niches qui sont différentes. Et ce faisant, du coup, le couvert en général fonctionne mieux parce qu'il n'y a pas de compétition. Okay. Il y a aussi des effets de facilitation qui existent, c'est-à-dire qu'une plante voisine peut rendre mieux disponibles certains éléments pour les autres plantes. C'est très bien documenté dans le cas du phosphore. Il y a des plantes qui facilitent la libération du phosphore dans l'environnement et ça aide leurs voisines. Qu'est-ce que j'ai mis en dernier? Voilà, et en dernier, évidemment, on peut imaginer, c'est bien documenté aussi, que dans le cas de la lutte contre les adventices, une plante voisine, si elle est hyper compétitive, peut détourner des ressources qui normalement étaient destinées, si je puis dire, à la mauvaise herbe, et faire que la mauvaise herbe ne pousse pas et que voilà, qu'on n'est pas embêté de ce point de vue-là. Donc évidemment, une des difficultés avec ce mécanisme-là, ce genre de mécanisme-là, c'est qu'il faut trouver le bon curseur, c'est-à-dire il faut trouver des compétiteurs, mais sans qu'ils le soient trop. Okay, donc c'est un petit peu les compromis qu'il s'agit d'effectuer là. Et vous verrez tout à l'heure, et peut-être aussi avec le topo de Timothée, que de mieux comprendre l'architecture des mélanges, ça permet de mieux gérer justement ces ressources. Il y a un autre effet que je voulais indiquer ici, parce que finalement, il en a été pas mal question ce matin, et on ne l'a pas vraiment évoqué. C'est un processus de compensation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que dans un couvert hétérogène, une année, c'est la plante A qui va pousser et pas la plante B, et l'année suivante, c'est la plante B et pas la plante A. Okay. Et ça, parce qu'il y en a une qui performe mieux une année que l'autre. Et donc ça peut tout à fait expliquer que les variations de rendement sont stabilisées dans les mélanges parce qu'il y a tout le temps des processus de compensation qui s'effectuent et qui font que la ressource qui est disponible, elle est exploitée soit par une plante, soit par l'autre, mais elle est toujours exploitée. Voilà. Dernière, ou avant-dernière, je sais plus, dernière sorte de mécanisme que je voulais mentionner, c'est tout ce qui est stimulation. Alors, on connaît bien, je pense que vous connaissez tout ça, c'est bien, un petit peu les processus d'allélopathie qui sont anciens, qui ont été documentés par les Grecs, qui font qu'une plante, on sait que les plantes, étant donné qu'elles sont en compétition avec d'autres plantes, doivent gagner, et pour ce faire, souvent, elles produisent des molécules qui vont inhiber la croissance de leurs voisines. Donc ça, c'est bien documenté, et c'est pas mal ce qui est à la source ou à l'origine de certains comportements favorables des mélanges contre les mauvaises herbes.
Mais ce qui a émergé ces dernières années, c'est d'autres processus qui sont plus dits d'allélobiose, dans lesquels en fait, les molécules qui sont produites par une plante ne vont pas nécessairement défavoriser leurs voisines, mais au contraire favoriser certains processus. Et c'est ce que nous, par exemple, on a vu quand on fait des analyses de la littérature, c'est qu'il y a finalement beaucoup de molécules de plantes qui permettent d'augmenter l'immunité de leurs voisines. Okay, ça, on ne sait pas trop bien pourquoi, mais c'est un fait, c'est une observation assez systématique. Certaines molécules qui ont des propriétés plutôt herbicides peuvent, dans certains cas, augmenter l'immunité de leurs voisines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on creuse pour essayer de voir le potentiel de ces mécanismes en termes d'augmentation de l'immunité, donc d'augmentation de la résistance du couvert, grâce au rajout d'une plante qui, pour le coup, serait définissable comme une plante de service. Voilà, et puis toujours dans cette question de stimuler les réseaux, donc tous ces processus ils sont basés sur une idée, c'est que finalement notre plante, c'est pas une plante, hein, vous avez peut-être entendu parler de la notion de holobionte, c'est-à-dire tous les organismes qui gravitent autour d'une plante, en l'occurrence. Et donc il y a d'autres organismes que les plantes elles-mêmes, il y a leurs plantes voisines, ça fait partie de l'holobionte, il y a bien sûr le microbiote dont on a entendu parler, et puis évidemment les communautés de microfaune qui gravitent autour de nos plantes. Et tous ces organismes-là, en fait, contribuent au phénotype final de notre plante, okay, ce qu'on appelle le phénotype étendu. Et sur la base de cette idée générale, hein, qu'il y a un holobionte de la plante et qu'on peut moduler cette holobionte, on peut observer des effets assez importants dans les mélanges variétaux ou dans les mélanges d'espèces. Alors là, je ne suis pas trop calé, mais peut-être que Mathieu et compagnie pourront élaborer là-dessus, c'est qu'il est certain qu'une plante donnée, à cause de son microbiote, va avoir deux effets généraux. Le premier, ça va être de moduler le microbiote de sa voisine, ça c'est assez documenté, et va aussi évidemment, possiblement, ce microbiote de cette plante-ci, contenir des agents pathogènes qui vont être négatifs pour des mauvaises herbes. Donc ça existe, ou en tout cas, si ça n'existe pas, c'est envisageable théoriquement. Et dans un même ordre d'idée, vous pouvez imaginer que si vous remplacez le microbiote par finalement la communauté de microfaune aérienne, c'est exactement les mêmes logiques. Si vous avez une plante voisine, cette plante voisine, elle peut modifier le réseau d'organismes de microfaune autour de notre plante d'intérêt. Ce faisant, donc, ces communautés peuvent contenir des ennemis naturels, des ennemis de nos plantes, voire même des ennemis de nos mauvaises herbes. Et ça, c'est vraiment le truc qui fonctionne, qui est très, 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 très bien documenté, qui fonctionne dans les mélanges d'espèces. Okay, c'est vraiment ça qui joue avec notamment quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont aussi les stratégies push-pull, okay, qui font qu'il y a certaines plantes qui repoussent des ravageurs et d'autres qui les attirent. Donc ça peut être intéressant à déployer. Voilà, donc pour améliorer ces systèmes-là, évidemment, il faut être un petit peu calé en dynamique des communautés. Et donc ça, il y a des recherches qui s'effectuent là-dedans. Voilà, juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire pour essayer de voir, une fois qu'on a tous ces mécanismes en tête, comment est-ce qu'on arrive finalement à les mobiliser en termes de génétique. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait au labo. Donc on a ici un exemple qu'on a réalisé au labo où on a pris 2 plantes de blé voisines. On a testé 200 comparaisons, un peu aléatoirement. Enfin, elles étaient même designées complètement aléatoirement. Et plutôt que de regarder les plantes, on n'a pas regardé les plantes, on a regardé les gènes de ces plantes. Okay, donc chacune de ces plantes, elle possède 26 000 positions sur le génome. Et donc on a comparé en fait toutes les positions génomiques de ces 2 plantes et qu'on a essayé de mettre en relation avec la résistance qu'on a mesurée au labo. Et donc ce faisant, on a fait à peu près 700 millions de comparaisons 2 à 2 pour essayer d'identifier les paires qui généraient les phénotypes. Okay, donc vous avez ici le carré bleu, c'est les 700 millions, c'est la matrice okay, des 700 millions de paires qu'on a testées. Et donc il y a un zoom qui est fait sur cette toute petite zone-là dans laquelle il y a un endroit qu'on a identifié, qui est significatif, qui fait que si vous avez, mon pointeur ne marche pas, mais si vous avez la bonne position, si vous avez le bon allèle sur le chromosome 5B et le bon allèle sur le chromosome 3A, vous obtenez ce genre-là de phénotype, c'est-à-dire que vous faites un x2, vous divisez par 2 le nombre de nécroses si vous avez la bonne combinaison dans votre mélange. Okay. Donc ça, c'est vous dire qu'on est en mesure, avec la génétique et avec des grosses puissances de calcul ici, d'identifier les combinaisons de gènes qui permettent d'avoir des phénotypes intéressants. Voilà, j'ai presque fini. Juste pour vous dire que donc, vous voyez, on a ces 4 grands types de mécanismes qui sont en jeu dans les mélanges. Il y a plusieurs façons de les mobiliser. Je vous en ai montré un, mais il y en a plein d'autres. On les travaille dans Mobidiv. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces mélanges, donc c'est des solutions qui sont déjà disponibles. Okay,
il faut bien concevoir que c'est des systèmes qui embarquent la solution. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre mélange, le système il fonctionne tout seul, sans trop nécessairement d'input supplémentaires. Leurs performances de ces mélanges sont très nombreuses et il y a un énorme consensus scientifique sur leurs performances. Et donc on aimerait voir que ça se traduise beaucoup plus encore que sur les 19,5% de surface qui sont actuellement cultivées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.